New York est connu dans le monde entier pour ses gratte-ciel. Et pourtant, son sous-sol regorge de mystères. C'est extraordinaire. Au plus profond de la ville se cache un dédale de galeries. Des speakeasies, ces bars clandestins datant de la Prohibition. C'est pas vrai. Fréquentés à l'époque par la haute société new-yorkaise. C'est stupéfiant. Aux innombrables travaux réalisés par une étonnante société secrète. Ce sont des Soundhogs, sans oublier les mystères de la plus vieille ligne de métro au monde. Nous allons évoluer sous les rues de Brooklyn, censé contenir le journal d'un célèbre assassin. Nous visiterons également le piège mortel établi par un terrifiant gang chinois. Suivez-nous au cœur de New York, plongez au plus profond de ces mystères, dans les secrets des villes. Je suis Don Wildman, bienvenue à New York. Nous connaissons tous cette ville pour ses buildings gigantesques. Et la plupart de ses 8 millions d'habitants pensent tout savoir sur elle. Mais peu de gens ont conscience de ce qui se trouve sous leurs pieds. Nous allons aujourd'hui plonger dans les entrailles de cette gigantesque mégalopole. Nous découvrirons des installations clandestines construites par des gangs ou lors de la Prohibition. Mais aussi des ouvrages officiels et néanmoins surprenants. Fruit du génie militaire ou création d'une société secrète à qui l'Amérique doit beaucoup. La majorité des gens croient que New York, et en particulier Manhattan, n'est qu'une ville bâtie en hauteur. Mais vous allez voir que c'est loin d'être vrai. Depuis le milieu du 19e siècle, on a cessé de creuser le sous-sol new-yorkais pour y installer le réseau de métro le plus dense au monde, les égouts et une douzaine de tunnels automobiles. Les fondations de New York sont un véritable gruyère et n'ont rien à envier à celles de Paris, avec ses célèbres catacombes. Au début des années 20, Manhattan est un endroit des plus festifs. On y trouve un nombre incalculable de clubs de jazz et de restaurants où l'alcool coule à flot. Seul problème, à l'époque, c'est illégal. Le 16 janvier 1920, le 19e amendement de la Constitution interdit la consommation d'alcool dans tous les États-Unis. Résultat, la contrebande et le trafic d'alcool deviennent des activités extrêmement lucratives. En 5 ans à peine, des milliers de speakeasies ou bars clandestins ouvrent à New York. La plupart sont gérés par la mafia. Le centre de Manhattan devient le lieu de rassemblement de toute la haute société new-yorkaise. Voici la 52e rue. De nos jours, on y trouve le Rockefeller Center. Mais au temps de la Prohibition, c'était une succession de speakeasies. On la surnommait la rue la plus humide de New York. Voici le seul témoin de cette époque, le 21. Le nouveau propriétaire des lieux va nous servir de guide. En 1930, on ne comptait pas moins de 30 bars clandestins sur le tronçon de la 52e rue, s'étendant entre la 5e et la 6e avenue. Mais le 21 était de loin le plus prisé. Brian McGuire a accepté de nous faire le tour du propriétaire. Il va nous expliquer le stratagème mis en place pour échapper aux descentes des fédéraux. On se trouve dans le restaurant original, celui des années 30. C'est cela, nous sommes au numéro 21, le 21. Au fil des années, 2 numéros ont été rachetés, les 17, 19. Le 21 est donc constitué de 3 bâtiments en grès, mais à l'origine, il s'agissait d'une seule façade ornée d'une grille en fer forgé. Vu de l'extérieur, ce club paraissait totalement anodin, mais l'intérieur était aménagé de façon très astucieuse. Il était fréquenté par l'élite de New York. Des millionnaires, des stars. Même le maire y avait ses habitudes. Tout le gratin mondain se retrouvait ici. C'était l'une des adresses les plus prisées de toute la région. Très vite, le club acquiert la réputation d'être l'un des endroits les mieux approvisionnés en alcool malgré la prohibition. Convoité par la mafia et surveillé de près par les agents fédéraux,
le 21 a mis en place un ingénieux système de mesure qui empêche qu'aucune bouteille ne soit trouvée lors des descentes de police. Parmi ces mesures, la construction d'une cave à vin secrète, impossible à déceler par les non-initiés. C'est la cave à vin? Non, elle est derrière cette porte. Vous la voyez? Dans cette alcôve? Oui, au fond. Comment ça s'ouvre? Sur votre droite, il y a une longue tige en métal. Ça? Oui, c'est la clé pour ouvrir la porte. Montrez-moi comment ça marche. D'abord, il faut trouver le bon trou. On enfonce la tige jusqu'à entendre un cliquetis. Ensuite, on pousse la porte. Elle pèse 1800 kilos. Quoi? Presque 2 tonnes? Oui, c'est un morceau de mur porteur. Vous avez l'air assez costaud, vous pouvez bien pousser un peu pour l'ouvrir. C'est un mur de briques? Qu'est-ce que c'est lourd? Je pousse comme un dingue. C'est pas vrai. C'est dément. Regardez un peu l'épaisseur de cette porte. On voit très bien le mur porteur, renforcé par un cadre métallique. Et derrière, encore de la pierre. C'est dingue. Cette porte dérobée était l'un des éléments d'un système de protection très élaboré. À l'entrée, le portier surveillait l'arrivée d'éventuels agents fédéraux. Dès qu'il les apercevait, il appuyait sur un interrupteur actionnant un signal d'alarme. Les serveurs ramassaient tous les verres et le barman appuyait sur un second bouton, qui faisait pivoter en arrière toutes les étagères où étaient rangées les bouteilles. Ces bouteilles, ainsi que tout élément compromettant, tombaient alors dans une trappe menant directement aux égouts. Jamais la moindre goutte d'alcool n'a été découverte au 21 durant toute la prohibition. Au cours de leur perquisition, les fédéraux ont eu beau fouiller le bâtiment de fond en comble, ils n'ont jamais mis la main sur la marchandise de contrebande. Et pour cause, la cave à vin secrète n'était pas située au 21, mais sous le bâtiment voisin, ce qui rendait sa porte dérobée d'autant plus difficile à localiser. Cette porte témoigne des enjeux. La prohibition a été la source d'une flambée de la corruption et du crime organisé aux États-Unis. Le personnel du 21, tout comme leurs clients, n'avait aucun intérêt à ce que les fédéraux ou la mafia mettent la main sur cette incroyable collection de grands crus et d'alcool en tout genre. Regardez cette cave, c'est un véritable trésor. Mais à l'époque, c'était de la dynamite. Pendant la prohibition, le vin n'était pas l'alcool le plus prisé. C'est quoi cette bouteille? Du gin de contrebande? Plus que ça, c'est du bathtub gin, du gin de baignoire. C'est l'alcool typique de la prohibition? Oui, de fabrication artisanale. La meilleure protection de ce club restait avant tout sa clientèle. On trouvait dans cette cave secrète une pièce réservée à l'un des plus célèbres d'entre eux, le maire de New York, Jimmy Walker. Ce grand amateur d'alcool et de danseuses n'appréciait pas du tout que les fédéraux tentent de faire fermer le seul lieu où ils pouvaient boire en toute tranquillité. C'est le salon où il s'installait. Il était là quand les agents fédéraux ont fait une de leurs descentes? Oui, c'était d'ailleurs la seule fois où le 21 a été officiellement perquisitionné. Jimmy Walker était là, il sirotait un verre tranquillement dans son salon privé quand on lui a signalé que les fédéraux se préparaient à entrer. Il était tellement furieux qu'il a tout de suite décroché le téléphone. Il a appelé le chef de la police de New York et il lui a ordonné de faire mettre en fourrière tous les véhicules du FBI stationnés devant le restaurant. C'est vrai? Ouais. Excellent. Pendant toute la prohibition, le club 21 n'a jamais eu de lien avec la pègre. Et pourtant, la mafia a constamment tenté de s'octroyer une part des opérations juteuses du bar clandestin. On raconte qu'en 1931, un membre redouté du milieu new-yorkais aurait eu une très mauvaise surprise lorsqu'il a voulu s'approprier le club. Jack Diamond, alias Legs, aurait découvert que sa petite amie fréquentait l'un des clients, un certain Ernest Hemingway.
Elle et lui seraient descendus tous les deux pour boire un verre en cuisine. Et vous savez comment ça se passe. De fil en aiguille. Oui, de fil en aiguille. Ils l'ont fait. Oui, sur cet escalier. Ernest Hemingway aurait eu une relation sur ces marches. Avec la fiancée de Lex Diamond. Par chance pour l'écrivain et le club, le mafieux a été assassiné le lendemain à Albany. Son meurtrier n'a jamais été identifié. 2 ans plus tard, même si elle est encore appliquée dans certains États, c'est la fin de la prohibition à New York. Si la plupart des bars clandestins ont fermé, le 21 s'est agrandi. Il est devenu l'un des restaurants les plus chics de Manhattan. Sa cave à vin, autrefois secrète, abrite désormais l'une des plus belles collections de grands crus de la ville. Il existe d'innombrables légendes concernant le sous-sol de New York. Des stations de métro abandonnées, des trains fantômes, des voies ferrées ne menant nulle part. L'une d'elles concerne une étrange société secrète, une fraternité dont les membres seraient les seuls habilités à opérer dans les entrailles de la ville. Des centaines de ces membres auraient péri dans l'exercice de l'un des métiers les plus dangereux au monde. Ces hommes, on les appelle les Sandhugs. Les Sandhugs, ou cochons des sables, sont des ouvriers travaillant dans les profondeurs de New York. Un véritable mythe s'est construit autour de leur existence. De nombreux films ou épisodes de séries télévisées évoquent leur travail et le caractère plus ou moins secret de leur congrégation. Légende ou pas, ce sont avant tout des hommes qui travaillent dans des conditions très difficiles, jusqu'à 150 mètres de profondeur. Les Sandhugs doivent leur surnom à leur premier chantier creusé dans le sol sablonneux de New York. Il s'avère que ces ouvriers intègrent en général cette société de père en fils. Je vais donc rencontrer Rich Fitzsimmons, Sandhug depuis 3 générations. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Grâce à lui, nous allons en savoir un peu plus sur les hommes qui risquent leur vie en travaillant dans les profondeurs de New York. Je vais vous montrer comment on travaille et vous présenter quelques-uns de nos employés. D'accord, je vous suis. La société employant les Sandhugs s'appelle officiellement Local Union 147. Elle est sous contrat avec la ville de New York pour réaliser ses travaux souterrains. Depuis sa création en 1872, l'immense majorité des travaux en sous-sol leur ont été confiés, comme la réalisation du métro, des égouts, du tunnel Lincoln, des fondations du pont de Brooklyn. La liste est impressionnante. Allez, c'est parti. On est dans le vestiaire. Il est très tôt. La première équipe commence à 6h45 du matin. Je vais descendre avec eux jusqu'au train minier. Un ascenseur nous descend jusqu'à 25 mètres de profondeur, où serpente une voie ferrée desservant les longues galeries creusées à même la roche. Cette ligne relie le Queens à Manhattan, en passant sous l'East River, et permet non seulement aux ouvriers de se rendre jusqu'au chantier souterrain, situé non loin de Central Park, mais aussi d'évacuer tous les jours les 32 000 tonnes de gravats produites par les travaux de forage au moyen d'un long tapis roulant. Voici le tapis roulant. Il sert à acheminer tous les gravats jusqu'à un convoyeur vertical remontant vers la surface. Avant, les tunnels se creusaient à la dynamite. Il existe maintenant des moyens plus modernes. Ce chantier est la réalisation d'un projet datant des années 60. La construction d'une voie ferrée supplémentaire au départ de la gare centrale. Ce tunnel long de 5 km permettra de relier l'un des plus grands centres nerveux de Manhattan à Long Island et par conséquent de désengorger certaines lignes de métro. Pour ce faire, les Sandhugs utilisent un tunnelier dernier cri, une machine de pointe que rien n'arrête. Si j'ai bien compris, ce tunnel a été entièrement creusé à l'aide de cet énorme engin. C'est ça. Les parois sont incroyablement lisses. C'est étonnant. Effectivement, le tunnelier fore la roche devant lui un peu comme un lombric dans la terre.
Par le passé, les cochons des sables employaient une méthode expéditive et périlleuse. Ils foraient des trous à la verticale dans le sol et y descendaient une charge de dynamite qu'ils faisaient exploser pour creuser une série de cavités. Mais il s'agissait d'une technique peu fiable et le chantier progressait très lentement. Le tunnelier, quant à lui, permet d'avancer de 5 mètres par jour. Il facilite l'évacuation rapide des gravats et offre un progrès considérable sur le plan de la sécurité. C'est devenu un outil indispensable pour tout chantier de ce genre. Regardez cette paroi. On dirait du ciment tellement c'est lisse. Mais pourtant, c'est de la roche brute, à peine forée par le tunnelier. Du point de vue géologique, le sous-sol de Manhattan est de nature variée, autant par sa consistance que par sa profondeur. Afin d'assurer la construction d'un tunnel stable, il faut creuser à une profondeur de 40 mètres. Le forage de la galerie n'est qu'une première étape. Au fur et à mesure que la machine progresse, il faut évacuer les déblais, étayer les parois afin d'éviter un effondrement, installer les câbles électriques et les évacuations d'eau. Ce sont des sandhogs? Oui, tous. Sur ce chantier, si vous voyez quelqu'un avec une pelle, c'est un sandhog. Si c'est pas le cas, il aura des ennuis. Si le progrès technique garantit de meilleures conditions de sécurité, certains dangers demeurent malgré tout. Des dangers parfois invisibles. Voilà le plus grand risque. Vous voyez toutes ces petites particules brillantes dans la roche? C'est notre pire ennemi sur ce genre de chantier. Et c'est ce qui nous oblige, dans certains cas, à porter des appareils respiratoires. Alors ça, c'est du mica. Ça se vaporise dans l'air en fine poussière. C'est ça. Et ça peut entrer dans les poumons. Absolument. Telle est la vie des sandhogs. Ils côtoient en permanence d'énormes foreuses, des bulldozers, et voient passer au-dessus de leur tête des bacs contenant des tonnes de gravats. Entre les chutes de pierre et les infiltrations d'eau, on ne compte plus les dangers. Lors de leur premier chantier, la construction des fondations du pont de Brooklyn, 27 ouvriers ont péri en 1883, enfouis sous le lit de l'East River. On ne sait pas exactement combien d'hommes sont morts en 1883. À cette époque, ni les registres des hôpitaux, ni le bureau d'état civil de New York n'étaient très fiables. Selon vous, il y aurait eu plus de victimes que ne le dit le chiffre officiel. Les accidents sont monnaie courante. En 1982, 2 wagons de train se sont détachés et ont dévalé la pente. Les sandhogs ne les ont pas entendus arriver à cause du vacarme produit par les foreuses. L'un d'eux a été écrasé contre un mur. Un autre a dû être amputé d'un pied sur place à l'aide d'un couteau de poche. Personne ne sait qu'on est là. C'est pas comme en surface. On travaille dans l'ombre, sur des projets que le public ne voit pas avancer. C'est sans doute ce qui nous donne cet aspect un peu mystérieux. D'un autre côté, cette unité fait votre force. Oui, nous voulons que New York reste une ville de premier plan, qu'elle demeure l'une des métropoles les plus célèbres au monde. Aucune autre ville ne peut lui faire de l'ombre. Le métro de New York est une autre image de marque de la ville. Inauguré 4 ans après celui de Paris, en 1904, il comporte 470 stations. La plupart de ses usagers pensent tout connaître de ses 368 km de ligne. Et pourtant, il existe une rumeur évoquant l'existence d'une voie fantôme. Des rails perdus dans les entrailles de la ville datant d'avant la naissance du tout premier métro. Il y a quelques années, un groupe d'explorateurs urbains ont prouvé que cette rumeur était bien fondée. Le métro de Londres, ouvert au public en 1863, est le plus vieux du monde. Et pourtant, 20 ans plus tôt, la ville de New York aurait été dotée de sa toute première voie souterraine. Elle serpenterait à 10 mètres sous Atlantic Avenue, à Brooklyn. Cette ligne serait au cœur d'une intrigue passionnante. Cette fois, on ne doit pas la construction de cette galerie secrète à la mafia, à un gang obscur, ni à des bouilleurs de cru, mais probablement à l'une des sociétés secrètes les plus puissantes, la franc-maçonnerie. En 1844, ce chantier représentait de tels enjeux politiques et financiers que seuls les francs-maçons auraient pu en être les maîtres d'œuvre. En 1980, Bob Diamond a mis au jour cette mystérieuse voie de métro.
C'est là? Sa découverte se trouve sous cette plaque d'égout, apparemment anodine d'Atlantic Avenue. C'est l'accès? Oui, Excellent. il faut passer par cette bouche. Comment on fait pour l'ouvrir? C'est pas très compliqué. D'abord, je vais faire levier pour soulever cette partie-là. Ensuite, vous allez prendre ce crochet, le passer en dessous et me le donner. D'accord. Pratique le groupe électrogène pour l'électricité. On a le droit de faire ça au moins? On pourrait croire que non, mais c'est légal. J'ai l'autorisation de la ville de New York pour une durée de 20 ans. Parfait, je vous suis. Ouais, on y va. Je suis en train de descendre sous les rues de Brooklyn pour voir le plus ancien tunnel de métro au monde. Génial. On dirait que tout était rempli de terre avant. Effectivement, il y en avait à peu près jusque-là. Je n'avais que cette hauteur pour me faufiler en rampant entre la bouche et le mur de béton. Il faisait totalement noir. Oui, j'avais un appareil respiratoire. Je ne savais pas si l'air était respirable à cet endroit. C'était une drôle d'expédition. Bob a pu localiser la position la plus probable du tunnel grâce à un article de journal datant de 1911 et à une carte de 1868. Il a dû ramper sur plusieurs mètres dans une galerie longeant l'avenue et déblayer à la main des tonnes de terre avant d'atteindre un mur en béton. Bob pense alors que ce qu'il cherche se trouve juste derrière. Seule solution, pour en avoir le cœur net, dynamiter le mur. Vous avez fait sauter le mur en béton. Ouais, c'était une paroi très solide, faite de briques et de pierres maçonnées et recouverte de béton. Bon sang! Impressionné? Ah, carrément, ouais. Ça m'étonne pas. C'est énorme. Et on ne voit pas tout. Vous avez vu la taille de cette galerie? C'est dingue. Le métro de New York a été testé officiellement en 1870, entre Warren Street et Broadway, à Manhattan, sur une voie souterraine pour ne pas risquer de collision avec les véhicules circulant à la surface. Il n'est que très rarement fait mention de cette ligne expérimentale bâtie 26 ans auparavant. À l'époque, c'était une technologie de pointe. Personne n'avait encore bâti de métro. C'était 20 ans avant celui de Londres et 56 ans avant celui de Paris. C'était une innovation. On se croirait dans un roman de Jules Verne, avec un mélange de modernisme futuriste et de mécanique de l'époque. Le tunnel en soi-même a été creusé selon une technique élaborée par les Romains 2000 ans plus tôt. D'accord. Les Romains ont fait considérablement progresser le génie civil. Leur méthode de construction de tunnels est encore utilisée de nos jours. Dans ce cas précis, les ouvriers ont retiré les pavés d'Atlantic Avenue, creusé une profonde tranchée de 10 mètres sur 12, sur 1600 mètres de long, et maçonné des murs d'une épaisseur de 2 mètres à la base et d'1,20 mètre au sommet. Ils ont ensuite bâti une voûte en briques et rempli la tranchée avant de repaver l'avenue. Cet ouvrage est si solide que non seulement il supporte le trafic automobile actuel, mais qu'il résisterait sans problème à une circulation 6 fois plus dense. Ça n'a pas dû être simple à réaliser. Ça a demandé de la matière grise. Le maître d'ouvrage était un certain Cornelius Vanderbilt. Il s'est entouré de 900 ouvriers irlandais, de véritables bêtes de somme. Mais on dit que les véritables instigateurs de ce chantier étaient les francs-maçons, très puissants à New York à l'époque. La franc-maçonnerie est étroitement liée à l'histoire des États-Unis. George Washington et Benjamin Franklin, notamment, en étaient membres. On prête, entre autres, à cette organisation la conception du Capitole de Washington où siège le Congrès américain. Dewitt Clinton, gouverneur et maire de New York au début du 19e siècle, était lui-même un haut dignitaire de la franc-maçonnerie. On lui doit notamment la construction du canal de l'Erie et la réforme de l'éducation. Les plus grands ingénieurs civils de l'époque étaient pour la plupart des francs-maçons. Difficile d'imaginer qu'un tel projet ait pu se faire sans eux. Le successeur de Dewitt Clinton au Parti fédéral, Rufus King, était lui aussi franc-maçon.
C'est l'un des signataires de la Constitution américaine. Son fils, John King, est à l'origine de la construction de la voie ferrée de Long Island, qui relie New York à Boston. En 1859, la corruption a eu raison du projet de métro. Un promoteur immobilier véreux a réussi à le faire décréter nuisance publique. Il a collecté des fonds chez tous les propriétaires du quartier pour le faire démolir. Il se serait simplement contenté de murer les deux extrémités de la galerie et aurait empoché la majeure partie des fonds, 130 000 $, l'équivalent de 3 millions de nos jours. On est maintenant à l'autre bout du tunnel, fermé lui aussi par un mur de briques. C'est ça. C'est le mur construit par le promoteur véreux. Je touche donc du doigt un vestige de la corruption new-yorkaise. C'est exactement ça. Pendant un siècle et demi, les rumeurs sont allées bon train. On racontait que ce tunnel servait de repère à des bouilleurs de cru pendant la Prohibition. Et même que la mafia new-yorkaise l'utilisait pour cacher des cadavres dans les années 20. On a retrouvé des fragments de bonbonnes à whisky et un morceau de poterie mentionnant le nom et l'adresse d'un caviste. J'ai regardé dans les archives de la ville, sa boutique existait bel et bien. Elle se trouvait sur Columbia Street, tout près de l'entrée du tunnel. Il aurait installé son alambic ici? Mais le mystère le plus impénétrable se cache derrière le second mur de briques. On raconte qu'une locomotive aurait été abandonnée sur la dernière portion de la voie et qu'elle recèlerait un trésor inestimable. Le journal dans lequel John Booth aurait consigné d'importantes notes concernant le complot fomenté contre Abraham Lincoln et retrouvé sur son cadavre aurait disparu avant le procès mené en 1865. Il n'a été retrouvé que des années plus tard, dans les archives du ministère de la Guerre, mais avec 18 pages manquantes. Selon vous, qu'est-ce qui se trouve derrière ce mur? Une station de métro ensevelie. Incroyable! Mais le plus important, si j'en crois mes sources, c'est qu'il y aurait une locomotive enfouie sous la terre. Vous en avez la preuve? Oui, elle est mentionnée sur les documents qui m'ont permis de retrouver le tunnel. D'après la légende, les pages manquantes du journal de John Booth auraient été cachées dans un tunnel abandonné, à bord d'une locomotive. Il se pourrait bien qu'il se trouve à quelques mètres de nous. Les bouilleurs de cru, la prohibition, la mafia. L'histoire des sous-sols de New York est décidément bien sombre. Si les francs-maçons sont bien à l'origine de la construction de ce tunnel, cela prouve l'importance de leur rôle dans l'expansion de New York. Sans parler du reste des États-Unis. Imaginez une organisation capable de faire construire le tout premier métro de tous les temps, sous les rues de New York. En voyant cela, on comprend mieux qu'on les surnomme les bâtisseurs de cathédrales. New York s'est également construite grâce à des millions d'immigrants séduits par le rêve américain et venant des quatre coins du monde. Si Manhattan est maintenant divisé en quartiers distincts, comme Five Points, Little Italy ou Chinatown, la découpe de leurs limites ne s'est pas faite sans effusion de sang. Elle a été le fruit d'une impitoyable guerre des gangs. Les plus redoutables étaient sans doute les gangs de la communauté chinoise. Situé dans la pointe de Manhattan, Chinatown couvre aujourd'hui 5 km² et abrite 100 000 habitants. Dès 1870, les immigrés chinois y voient l'endroit idéal où poser leurs valises. Mais très vite, un redoutable gang va plonger ce quartier dans un bain de sang sans précédent. Art Zuckerman connaît très bien Chinatown. Il va nous servir de guide. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est au cœur du quartier chinois, c'est ça? Oui, nous sommes dans ce que l'on considère comme l'ancien Chinatown. D'accord. Le quartier s'est considérablement étendu, mais tout a commencé ici entre la fin du 19e et le tout début du 20e siècle. À cette époque, ces rues étaient truffées de fumeries d'opium et de casinos, livrées au crime organisé, à la prostitution. Ce genre d'activité se pratiquait dans des galeries souterraines? C'était clandestin, il fallait échapper à la police. À la fin du 19e siècle, New York commence à acquérir sa réputation d'Eldorado. Sur tout le territoire des États-Unis, plus de 70% des ouvriers qui travaillent à la construction des voies ferrées sont chinois. Mais ils sont la plupart du temps traités comme des esclaves. Ils n'ont aucun droit et sont en permanence victimes de harcèlement. Sur la côte ouest, on ne compte plus le nombre de Chinois vivant dans des conditions d'extrême précarité. Ils commencent alors à se tourner vers New York, une ville en pleine expansion. Les
Les Irlandais se concentrent à Hell's Kitchen, les Italiens à Little Italy. Alors les Chinois font de même. Ils se concentrent dans le même quartier, fondent des organisations plus ou moins secrètes, développent leur propre économie parallèle. Mais derrière l'image un peu folklorique de ce quartier se cache un gang redoutable, celui des Tongs. Il s'agit en fait de la branche américaine d'une organisation dont le nom seul fait frémir, les Triades. Formée au cours du XVIIe siècle, cette société secrète avait pour objectif de renverser les dynasties régnant sur la Chine. À leur arrivée à New York, certains de ses membres se proclament chefs de gang et se lancent dans le marché fructueux du crime organisé. Au début du XXe siècle, les deux clans les plus puissants, les Leong et les Hipsing, s'affrontent sans merci pour obtenir le monopole des casinos, des fumeries et de la prostitution. Ils utilisaient des armes blanches. Les armes à feu étaient trop chères à l'époque. Ils se servaient de hachettes. C'était sanglant. Ils n'hésitaient pas à mutiler leurs ennemis en cas de représailles. Ils étaient sans pitié. Le secteur le plus dangereux de Chinatown était baptisé Bloody Angle, le carrefour sanglant. Là se déroulaient les plus violentes batailles de territoire entre gangs chinois. Dans une guerre de gang, on mène des combats de rue. Il faut donc tirer profit du moindre avantage de chaque endroit où se cacher. D'un porche, d'un angle ou d'un recoin pour frapper l'ennemi par surprise. Si quelqu'un arrive par ici, il ne me voit pas si je me cache à cet endroit. Je n'ai qu'à surgir pour le terrasser. Le réseau complexe de ruelles et de souterrains de ce secteur était idéal pour un guet-apens. L'élément de surprise était un facteur essentiel. Il y a des passages souterrains sous nos pieds. Oui, un véritable labyrinthe. Les membres des gangs chinois ont construit toute une série de galeries souterraines et de trappes pour frapper l'ennemi sans être vus et pour pouvoir s'échapper en cas de poursuite avec la police. De nos jours, bon nombre de ces tunnels ont été condamnés. Mais quelques-uns subsistent. C'est là? Oui, c'est l'entrée d'une des galeries. À l'époque, c'était un vrai coupe-gorge. À quoi est-ce que ça pouvait ressembler? J'imagine que c'était très sombre, éclairé par quelques lampes à pétrole. En tout cas, ça ne devait pas être très engageant. Ce tunnel a été entièrement réaménagé. Mais en juger par toutes ces portes, j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup d'autres. Chaque porte donne sur une autre galerie. C'est un vrai labyrinthe. Ce passage souterrain est devenu une galerie marchande. Mais à l'époque, il appartenait aux Hipsing et à leur chef Mock Duck. Un individu à la gâchette facile portant toujours une cotte de maille. C'était un véritable fanatique de la gâchette. Il lui arrivait de fermer les yeux et de tirer au hasard en tournant sur lui-même. C'est une tactique sanguinaire qu'il utilisait à chaque fois qu'il se sentait menacé. Il tirait dans tous les sens et il s'enfuyait en empruntant le réseau de tunnels. L'une des galeries conçues par Mock Duck partait de la cave d'une ancienne brasserie. Grâce à elle, il pouvait rejoindre Chatham Square, l'un des centres névralgiques de Chinatown, où se dresse désormais un mémorial à tous les Américains d'origine chinoise tombés au combat. Chatham Square était un lieu important de passage. On y trouvait un marché et de nombreux débits de boissons. Mais c'était aussi un endroit où des règlements de compte avaient régulièrement lieu entre bandes rivales et où McDuck n'hésitait pas à tirer dans le tas. Comme à chaque fois, le chef des Hipsing parvenait à s'enfuir in extremis en empruntant le réseau de tunnels avant que la police ne l'arrête. Les policiers abandonnaient la poursuite avant les tunnels. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance d'en sortir vivants. On y faisait disparaître les corps? On les tirait à l'intérieur. Et on ne les revoyait jamais. Cette guerre des gangs va durer des années. En 1909, 50 hommes perdent la vie lors d'une fusillade à Chinatown. De nos jours, d'autres gangs existent, comme les Dragons Volants. Mais s'ils restent liés au crime, ils sont beaucoup moins virulents. C'est l'endroit idéal pour prendre l'ennemi par surprise. Il suffit de se glisser dans une de ces niches et d'attendre. Les chances d'échapper à votre assaillant étaient minces. Cette époque n'est pas si éloignée. 150 ans à l'échelle de notre histoire, ce n'est pas grand-chose. Et on voit très bien que ce réseau souterrain a été rénové il y a quelques dizaines d'années, tout au plus.
L'endroit que nous allons visiter maintenant n'a rien à voir avec les sociétés secrètes et les organisations criminelles. Mais il n'en demeure pas moins mystérieux. On le doit à la Grande Muette, l'US Army. Il faut quitter Manhattan et longer l'East River pour découvrir un fort destiné à protéger l'un des accès au cœur de New York. Un fort aujourd'hui quasiment tombé dans l'oubli. Peu de gens connaissent l'existence de Fort Totten, et à plus forte raison le secret qu'il recèle. Il s'agit pourtant d'une citadelle autrefois lourdement armée, restée en opération pendant plus de 150 ans. Je vais retrouver John McCoy, qui va tout nous dire sur cet endroit impressionnant. À quelques encablures de Manhattan, la baie de Long Island a régulièrement été le théâtre d'importantes batailles navales. Certains avancent même que, pendant la Seconde Guerre mondiale, des U-boats nazis auraient réussi à s'y introduire et à couler plusieurs navires. Hélas, aucune forteresse n'aurait été d'un quelconque secours face à l'attaque la plus meurtrière qui a visé New York et l'Amérique tout entière, celle du 11 septembre 2001. Mais un siècle auparavant, les ennemis des États-Unis pensaient pouvoir atteindre le cœur de New York en contournant Long Island par le nord. C'était sans compter sur les soldats stationnés à Fort Totten dès la guerre de sécession et sur les moyens étonnants dont ils disposaient pour repousser toute menace. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de visiter les sous-sols de la forteresse. Bienvenue à Fort Totten. Merci. John McCoy est l'un des park rangers en charge de la préservation de ce site, parfaitement positionné pour défendre Manhattan des assauts maritimes. Construit sur une pointe non loin de l'emplacement actuel de l'aéroport de LaGuardia, il fait face à une autre forteresse, Fort Schuyler. À L2, elle constituait un rempart quasi infranchissable à l'embouchure de l'East River. New York présente l'inconvénient d'avoir deux ouvertures sur la mer, l'une au sud et l'autre à l'ouest. Ce qui en faisait une cible apparemment vulnérable. Tout à fait. Érigé en 1862, juste avant la guerre de sécession, Fort Totten servait à l'origine à contrer les assauts de l'armée confédérée. Mais 30 ans plus tard, pour contrer la puissance de feu des navires de guerre, il a fallu développer un système de défense ingénieux. L'embouchure de l'East River est alors gardée non seulement par des canons, mais aussi par un arsenal dernier cri, des mines sous-marines. Ces torpilles bouées ont été installées sur le lit de la baie en 1898, lors de la guerre hispano-américaine. Solidement attachées à une ancre, elles étaient dissimulées sous l'eau. Contrairement aux mines actuelles, elles n'explosaient pas au contact d'un navire ennemi, mais devaient être mises à feu depuis le fort. Chaque mine était donc reliée à un câble courant jusqu'à la forteresse. Dès qu'une sentinelle apercevait un navire ennemi, il suffisait de libérer la bonne mine pour la faire exploser à proximité de la cible, sans risquer de toucher un bateau allié ou civil. Il fallait déclencher l'explosion manuellement, c'est bien ça? Oui, en libérant la bouée. C'est dingue. Au cas où les mines ne suffiraient pas, Fort Totten était doté d'une puissance de feu colossale, grâce à ses nombreux canons braqués sur la baie. Au fil des années, ces canons sont devenus de plus en plus puissants et capables de lancer des projectiles de plus en plus massifs et dévastateurs. Regardez cette porte. Ce sont les cellules. Elles n'ont pas beaucoup servi. La pièce se trouvant de l'autre côté présente la même arche, ce qui voudrait dire qu'elles étaient reliées. Fort Totten s'étend sur 19 hectares et comporte 70 pièces, parmi lesquelles des armureries, des cellules et des bunkers. Construit en partie sous le niveau de l'eau, il est sujet à de nombreuses infiltrations qui lui confèrent un aspect lugubre. Regardez l'épaisseur de ce mur. C'est du solide. Il fallait bien ça. J'imagine la taille du boulet qu'il aurait fallu pour l'abattre. Voici la pièce la plus grande. Elle mesure 25 mètres de long par 6 de large. C'est dingue de se dire qu'on est sous le niveau de l'eau. Afin de résister à l'éventuelle explosion du stock de munitions, cette pièce a été bâtie en granit massif. Mais ce bunker souterrain est loin d'être le seul secret de Fort Totten. Depuis des générations, le bruit court qu'un passage souterrain le relierait à Fort Schuyler, de l'autre côté de la baie.
Suivez-moi par ici. Attention à la tête. Voici l'entrée du tunnel. Pour l'instant, on peut avancer en se tenant debout. Ce serait le fameux passage secret. Cette galerie pourrait être l'entrée du fameux tunnel. S'il a vraiment existé, ça aurait été un coup de génie tactique. De nos jours, passer d'une rive à l'autre de l'East River est un jeu d'enfant. Mais à l'époque, avant la construction du pont de Brooklyn, les traversées ne pouvaient se faire que par bateau. Ce passage souterrain aurait permis aux deux forts de communiquer entre eux facilement. Ce n'est pas très rassurant. C'est plein de boue et de terre. Imaginez un peu que ce tunnel ait un jour permis de passer sous la baie de Long Island pour atteindre l'autre rive. Ça commence à devenir de plus en plus étroit. Je ne vois pas comment qui que ce soit pourrait aller plus loin. Je ne peux plus faire un seul pas. Mais j'imagine que la galerie continue encore. Peut-être jusqu'à Fort Schuyler. Pourquoi pas? N'oubliez pas que du temps de la guerre de sécession, les moyens de communication étaient sommaires. Ils n'avaient rien à voir avec ceux dont nous disposons actuellement. D'un point de vue stratégique, ce passage aurait été une merveille. Il aurait permis une communication directe, mais aussi la possibilité de transférer des vivres ou des munitions et de faire fonctionner les deux forts en parfaite cohésion. Le tunnel s'est probablement effondré et gît à jamais au fond de la baie. Fort Totten était indéniablement une forteresse en avance sur son temps et qui a pendant un siècle et demi parfaitement rempli sa mission: protéger la ville de New York. New York s'est bâtie sur des fondations qui restent emplies de mystères. Elle est l'exemple même d'une grande cité à l'héritage particulièrement riche et qui a su tirer le meilleur parti d'événements tragiques pour continuer à grandir et à prospérer sans jamais fléchir. New York est une ville fascinante qui continuera encore certainement longtemps de nous surprendre, tant par ses gratte-ciel que par ses sous-sols.